Bonjour Pascal Boniface. Bonjour Patrick Simonin. Vous êtes le directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, et vous publiez Géostratégiques avec les dessins de Tommy. On va en parler dans un instant, c'est publié chez Duno Graphique. C'est une autre façon de voir l'histoire et la géopolitique depuis 1945 en bande dessinée. Là, on n'est pas dans la bande dessinée. Aujourd'hui, c'est vraiment historique le fait que le président ukrainien Zelensky se rende aux États-Unis et apparaisse aux côtés de Biden. Oui, effectivement. Alors, c'est historique à plusieurs endroits. Tout d'abord, c'est la première fois qu'il quitte le territoire ukrainien depuis le début de la guerre. C'est le 300e jour de la guerre. Vous vous rappelez que dès le début de la guerre, les Américains lui disent « Venez, venez, on peut vous accueillir aux États-Unis ». Il avait dit « Non, j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes ». Il est resté et là, il va aux États-Unis. Pourquoi il va aux États-Unis maintenant, outre la date anniversaire? C'est que les républicains vont prendre le contrôle de la Chambre des représentants et donc des cordons de la bourse. Et certains républicains se disent « C'est fini les chèques en blanc par rapport à l'Ukraine ». Il y a un peu une menace que les républicains coupent l'aide massive que les États-Unis accordent à l'Ukraine et donc il vient pas tellement plaider auprès de Biden, il est assuré de son soutien, mais auprès des élus républicains pour qu'ils continuent à aider massivement l'Ukraine comme les États-Unis le font depuis 300 jours. Et c'est une chance de marcher, clairement. Est-ce que ça peut retourner cette situation, en tous les cas assurer de ce soutien? Alors, il va aussi toucher l'opinion publique. On peut penser qu'il y aura une très grande charge émotionnelle et qu'il va tenter de toucher le public américain pour dire « Regardez ce que font les Russes, regardez ce qui se passe, ne finissez pas là ». Et donc, ça sera un débat un peu interne aux républicains. Il suffit que certains continuent à vouloir aider pour qu'avec les autres démocrates, cela puisse continuer. Oui, est-ce que l'opinion publique américaine suit derrière cette idée de fournir des armes encore? C'est ce que va demander d'ailleurs Zelensky. Oui, on ne parle pas beaucoup de la guerre en Ukraine aux États-Unis. C'est très présent en Europe parce que c'est une guerre sur le continent européen. Aux États-Unis, on en parle moins et c'est peut-être moins soutenu. Les Américains ont leurs propres problèmes. Ils se sentent moins concernés. La guerre concerne ceux qui sont en charge de la diplomatie américaine, de la sécurité américaine. Cela est moins présent dans les médias américains que cela est présent dans les médias français ou européens. Oui, ça signifie quoi au fond pour Vladimir Poutine? C'est un signe d'échec au fond, même quand il dit fournir à nouveau des armes par les États-Unis, ça va aggraver le conflit? Alors oui, c'est la politique de Poutine de dire cela. En même temps, il ne propose pas vraiment une porte de sortie pour le moment. Il aurait rêvé que les Républicains aient une large majorité au Congrès et notamment au Sénat parce que ça aurait été plus de garantie d'une diminution, voire de la fin de l'aide américaine à l'Ukraine. Malheureusement pour lui, les démocrates ont gardé le Sénat, mais les républicains ont une courte majorité à la Chambre des représentants. Mais il n'y a pas eu un renversement de majorité comme certains le craignaient ou l'espéraient il y a quelque temps. Oui, ça veut dire que 2023 qui va arriver, là, pour vous, le conflit va continuer encore? Pour l'instant, on ne voit pas. Pour l'instant, les positions de Zelensky et de Poutine sont irréconciliables. Zelensky veut reprendre tous les territoires, y compris la Crimée. Et là, il y a peut-être un petit sujet avec les États-Unis qui ne sont pas certains qu'il faille pousser trop rapidement pour la reconquête de la Crimée, qui serait très difficile militairement et qui pourrait... les Américains ont peur que cela n'élargisse le conflit, y compris que cela pousse Poutine à utiliser une arme nucléaire. Enfin, il y a des craintes sur ce sujet. Et bien sûr, Poutine veut garder une partie des territoires pour ne pas avoir lancé son pays dans une guerre qui est quand même une catastrophe, bien sûr, pour l'Ukraine, mais également pour la Russie, pour rien. Donc chacun veut un gain et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de moyen de trouver une position qui puisse permettre à l'un et à l'autre de sortir comme vainqueur de cette guerre. Oui, Pascal Boniface, vous êtes aussi un spécialiste de la géopolitique du sport. Vous étiez d'ailleurs au Qatar pour assister à la finale de cette Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. On a vu le retour triomphal des Argentins dans leur pays. On a vu aussi le retour triomphal des Marocains. Oui. Et tout ça peut-être aussi matiné de quelques incidents. On a vu aussi des insultes racistes contre Mbappé. Finalement, quand vous regardez tout ça, vous vous dites quoi, Pascal Boniface? Au fond, ça reflète quelque chose? Oui, alors bon, bien sûr, il y a effectivement des insultes, y compris en France, racistes contre les joueurs qui ont loupé le penalty et qui sont noirs. Mais globalement, quand même, le football, ça a plutôt été la fête de la fraternité. Regardez, entre la France et le Maroc, les gens ont regardé le match ensemble. Il n'y a pas eu d'affrontement entre ceux qui supportaient le Maroc, ceux qui supportaient la France, ni au Maroc, ni en France d'ailleurs. Là, ce qui est un peu dommage, c'est que le public argentin et certains joueurs argentins ont des propos racistes à l'égard des Français. Il y a un petit problème avec certains Argentins par rapport à la question du racisme, effectivement. Mais voyons le côté un peu positif. C'est une Coupe du Monde qui s'est bien passée. Il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu d'incident. Et effectivement, on peut être fier lorsqu'on est marocain. C'est que le Maroc a représenté tous les espoirs, non seulement du continent africain, mais également du monde arabe, puisque le Maroc est ce pays
pays dual, à la fois arabe et africain. Et pour la première fois, un pays africain et un pays arabe a atteint le stade des demi-finales d'une Coupe du Monde. Et on voit bien que, alors que le monde arabe est profondément divisé, eh bien là, tous les Arabes ont soutenu le Maroc. Donc il y a une sorte d'unité par le football du monde arabe. Oui. Est-ce que c'est une victoire aussi pour le Qatar, alors qu'il y avait ces demandes de boycott compte tenu de la politique homophobe, un certain nombre de non-respect des droits humains au Qatar, que certains ont interdit ici, à Paris notamment, les fan zones. Est-ce que finalement le succès, j'allais dire, planétaire de cette Coupe du Monde n'a pas fait oublier tout le reste ? Ça fait oublier une grande partie de cela, parce que finalement, les appels au boycott n'ont pas été très suivis. Les matchs ont eu des records de diffusion. TF1 a battu son record, toutes catégories confondues, le jour de la finale, et c'était des très fortes diffusions aussi auparavant. Donc ceux qui appelaient au boycott étaient très importants dans les médias, mais n'ont pas été suivis par le public. Alors, on voit aussi à travers cette affaire que, comme pour la guerre d'Ukraine, il y a une nouvelle division. C'est The West versus The Rest. Le Qatar a été très critiqué pour les raisons que vous avez invoquées dans les pays occidentaux. Mais pas dans les pays asiatiques, pas dans les pays latino-américains, pas dans les pays africains. Et donc, il y a eu une attitude dans les pays de l'Ouest occidentaux, une attitude tout à fait différente. Et donc, le Qatar a été extrêmement critiqué, effectivement. On a beaucoup parlé du Qatar, c'était le but. Mais il a été aussi beaucoup critiqué en France, en Europe. Mais dans le reste du monde, on a plutôt vu le succès. Et donc, pour l'influence du Qatar, disons, dans le monde, et notamment en Afrique, en Asie et voire en Amérique latine, c'est une bonne chose. En Europe, effectivement, il y a eu quelques désagréments, il est plus connu. On peut dire aussi que l'affaire de la corruption au Parlement européen n'est pas très bien tombée pour l'image du Qatar en pleine Coupe du Monde. Et donc, en fait, au final, je pense que cette Coupe du Monde a apporté quelque chose au Qatar parce qu'il a prouvé qu'il pouvait l'organiser. Oui. Oui, mais et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie au fond, et on le voit encore maintenant lorsqu'on connaît évidemment que le Qatar est derrière le Paris Saint-Germain, ici dans la capitale française, ou qu'il possède les hôtels de luxe qui hébergent le Festival de Cannes. Je l'ai dit plusieurs fois et je le maintiens, c'est-à-dire que moi ça me paraît toujours curieux que l'on veuille boycotter une manifestation sportive et pas tout le reste. De deux choses l'une, soit le Qatar est infréquentable, et donc dans ce cas-là, c'est pas seulement la Coupe du Monde qu'il faut boycotter. Il faut pas lui vendre des Rafales, il faut pas lui vendre des Airbus. Il ne faut pas lui demander qu'il augmente sa production de gaz parce qu'on a un petit souci avec le gaz qui vient de Russie. Il ne faut pas lui demander de nous aider à évacuer l'ambassade de Kaboul parce qu'il est en contact avec les talibans. Soit il est critiquable, et donc on peut critiquer le Qatar sur le sort des immigrés, sur sa politique par rapport aux homosexuels, etc. et dire on y va quand même. Oui, mais là par exemple, est-ce que le Qatar risque de claquer la porte du PSG ? Est-ce que comment le Qatar a pris les critiques ? Ah bah effectivement, ils ont pensé que, en fait, et on voit d'ailleurs qu'il y a une unité du monde arabe. Le Qatar était très critiqué dans le monde arabe par les Saoudiens, par les Émiratis. Et là, toute la Ligue des États arabes ont unanimement soutenu le Qatar face aux critiques occidentales parce que les pays arabes ont pensé que l'on critiquait le Qatar non pas pour être le Qatar, mais pour être un pays arabe, pour vouloir faire respecter les règles dans les pays musulmans. Et donc cela a accru la solidarité arabe autour du Qatar. Oui, ce livre-là, j'en parlais au début de l'émission, ça s'appelle Géostratégique. Vous le faites avec Tommy, c'est un dessinateur, oui. C'est une bande dessinée. Alors évidemment, c'est la géopolitique mondiale de 45 à nos jours en bande dessinée, mais c'était aussi une façon de parler de choses extrêmement sérieuses d'une manière qui les rende compréhensibles ou de manière ludique, je dirais, de certaine façon. De manière ludique, tout à fait. C'est qu'on peut s'amuser en apprenant et on peut apprendre en s'amusant. Et donc l'idée, c'est qu'on vit dans un monde complexe. La géopolitique prend de plus en plus d'importance. Il y a de plus en plus d'émissions. On voit bien que ce qui se passe à l'extérieur nous concerne. Et donc on a voulu, en termes simples, avec l'aide du dessin, et je remercie Tommy de s'être associé à cela parce qu'il a un très bon trait. Il a ajouté beaucoup d'humour au texte que j'ai écrit pour dire pourquoi nous en sommes là. Qu'est-ce qui a conduit le monde à la situation actuelle? Et maintenant que la géopolitique rentre même au lycée en classe de première et de terminale, c'est une sorte d'introduction ludique à la géopolitique. Oui, il faut de dire, ça peut être amusant, ça peut être drôle, vous l'avez dit, d'une certaine façon, alors que évidemment, on parle d'un monde avec des bouleversements, c'est terrible. On parle évidemment du mur de Berlin, on parle de guerre, on parle d'affrontements tout ce qui nous a conduit ici, toutes les guerres, les menaces de guerre nucléaire, la guerre de Corée, la crise de Cuba, mais aussi la fin du monde bipolaire, mais aussi, puisqu'on termine, la guerre en Ukraine, dont on parle également parce que le livre est très actuel. Effectivement, il y a à peu près toutes les situations que l'on essaye de faire comprendre très rapidement et effectivement, sans que ça soit rebutant, sans qu'on se dise, bon, après, si les gens veulent aller avoir des informations complémentaires, il y a des livres pour cela. Nous, on veut une première approche facile, qu'on puisse rentrer très tranquillement dans les grands sujets géopolitiques. Oui, c'est au fond de se dire, c'est à portée. C'est-à-dire qu'au fond, on peut se dire parfois c'est très complexe.
On ne comprend plus ce qui se passe dans le monde. La géopolitique, c'est quelque chose qu'on subit la plupart du temps. Vous faites vous-même, Patrick Simonnin, de la pédagogie de la géopolitique quotidiennement. Et il y a par rapport à la géopolitique de la part de nos concitoyens une double approche. La première approche, c'est compliqué, c'est pas pour moi. Mais dès qu'on en parle simplement, on voit bien l'attrait, l'intérêt que tous nos concitoyens portent à la géopolitique. Moi, je fais beaucoup de conférences en région. Il y a toujours beaucoup de monde. On voit bien que les gens ont besoin d'informations parce que les Français, comme les autres, ont compris que ce qui se passe à l'étranger ne nous est pas étranger, que cela nous concerne directement et que ce qui se passe à des milliers de kilomètres, c'est ça la globalisation, peut avoir des répercussions directes sur notre vie quotidienne. Et c'est pour cela qu'on ne peut plus ignorer ce qui se passe, c'est que chaque citoyen, même si ce n'est pas un professionnel de la géopolitique, doit avoir un minimum de culture géopolitique pour comprendre ce qui se passe dans son pays et ce qui se passe dans le monde. Oui, alors on voit les personnages qui sont dessinés, vraiment les plus récents, c'est Trump, Zelensky, Biden, on les retrouve, où on va retrouver évidemment le général de Gaulle, on va retrouver Kadhafi, on va retrouver les grands personnages de l'histoire. En fond, c'est dit, mais la politique du monde ne tient qu'à quelques personnes, quelques hommes. Non, des grands mouvements aussi. Ces grandes personnes incarnent les décisions, ils ont été les décisionnaires en dernière instance, mais c'est aussi des grands mouvements de foule. La décolonisation, c'est à la fois Gandhi et la masse d'Indiens qui le suivent. Et on pourrait voir cela aussi pour l'importance de Castro aussi, suivi par le Cubain, l'influence que De Gaulle a eue. C'est à la fois des grands hommes, mais c'est aussi les foules, c'est aussi les peuples qui font l'histoire et les grands mouvements ont été déterminés également par les peuples. Oui, et en même temps une lecture de l'histoire. C'est qu'au fond, l'histoire, elle évolue, elle n'est jamais figée. Le regard qu'on porte sur le passé n'est pas le même aujourd'hui sur l'après-guerre, par exemple, que celui qu'on portait sur l'après-guerre il y a 20 ou 30 ans. Oui, effectivement, la répression qui a suivi les mouvements des peuples coloniaux juste après l'après-guerre, qui a été ignorée à l'époque, maintenant elle est connue, elle est documentée. Et puis effectivement, on voit bien que nous ne sommes pas arrivés ici par hasard. Le monde tel qu'il est aujourd'hui, le monde dans lequel il évolue, il n'est pas le fruit du hasard, il n'est pas sorti d'un ciel bleu, il est le produit. Il est le produit de cette histoire longue, mouvementée, avec des avancées, avec des reculs, avec des progrès de la démocratie, puis des reculs terribles, avec et des grands massacres aussi qui ont lieu, mais aussi des pacifications réussies, avec la volonté de ne pas aller vers le pire de certains personnages. Oui, alors je vais citer quand même le blog et la chaîne YouTube que vous animez chaque semaine, Comprendre le monde, Pascal Boniface. C'est aussi une façon de dire, il faut être citoyen, il faut s'informer de ça. Parce qu'on dit parfois, pour ne pas le revivre, il faut connaître le passé. Donc c'est absolument indispensable du point de vue de citoyen, ce travail-là. Moi, je suis enseignant, je suis pédagogue, c'est vraiment mon métier, c'est vraiment ma vocation. Et donc, j'essaye de rendre simples les choses compliquées. J'essaye de faire en sorte que chacun puisse avoir les éléments. Je pense toujours à ce que mes parents comprendraient. Mes parents n'avaient pas fait d'études. Est-ce que mes parents comprendraient ce que je dis, ce que j'écris? Et donc, j'aime pas trop jargonner. Je ne veux pas m'adresser uniquement à mes collègues et les spécialistes. Je veux m'adresser au plus grand nombre. Et ce qui me fait plaisir, c'est quand après les gens disent « Ah, grâce à vous, c'est simple, on comprend facilement ». Ça, c'est le plus grand compliment qu'on puisse me faire. Oui, en même temps, c'est angoissant parce qu'on se dit, voilà, ça s'arrête aujourd'hui. Donc l'année arrive, 2023, il va y avoir donc d'autres dessins. La bande dessinée va continuer. L'année prochaine, il y aura de nouvelles pages de ce qui va se passer en 2023. Oui. On se dit, à la fois, c'est une page vide, c'est quelque part un peu angoissant. Mais comment il faut regarder l'avenir ? Eh bien, il faut regarder avec vigilance et lucidité, ne pas céder au catastrophisme et avoir finalement le pessimisme de la lucidité et l'optimisme de la volonté. Effectivement, on est face réchauffement climatique, guerre en Ukraine, coût de l'énergie, on est face à des problèmes importants. Il faut lutter, il faut faire en sorte que les dégâts soient les moins importants possibles et essayer de trouver à chaque fois quelle peut être la solution. Comment peut-on dépasser les contradictions ? Il faut faire de la place à chacun. Il faut que personne se sente exclu. Et il faut effectivement savoir que les grands défis qui se posent à l'humanité seront résolus de façon collective et non pas par une poignée. Merci beaucoup Pascal Boniface avec le dessinateur Tommy Geostrategix. Et donc c'est la géopolitique mondiale de 45 à nos jours en bande dessinée, donc publiée chez Duno Graphics. C'est absolument formidable pour tous les âges. Et je vous souhaite déjà à tous une bonne année 2023. Merci beaucoup. Merci Patrick Simonnin.